Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne. En quelques semaines, il transforme un pays en dictature, met au pas toutes les institutions et entraîne une nation entière derrière lui. Pourtant, rien, absolument rien, ne semblait le destiner à diriger l'Allemagne. Quelques années auparavant, son parti, le NSDAP, n'était qu'un groupuscule extrémiste, inconnu du grand public, récoltant à peine 2,6% des voix lors des élections législatives. Et pourtant, en moins d'une décennie, il allait devenir la force dominante d'un pays de 60 millions d'habitants. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'est pas emparé du pouvoir par la force, on le lui a donné, par calcul politique, par peur et par une succession d'erreurs qui vont conduire l'Allemagne et le monde entier dans l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Pour comprendre cette ascension, il faut remonter en arrière, en 1918. L'Europe entière sort de 4 années d'une guerre totale. Des millions de morts, des villes détruites, une génération traumatisée. Mais pour l'Allemagne, le choc est encore plus violent. Elle a perdu. En novembre 1918, malgré des troupes encore présentes sur le sol français et belge, l'armée est épuisée, les ressources à bout. La République est proclamée et un armistice est signé dans la clairière de Rotonde. Pour beaucoup d'Allemands, cette défaite est incompréhensible. L'armée n'a pas été envahie. Le front n'a pas été percé. Cette situation alimente un mythe tenace, celui du coup de poignard dans le dos. Selon cette légende, l'Allemagne n'aurait pas perdu militairement, mais aurait été trahie par des ennemis de l'intérieur, socialistes, communistes et, dans la rhétorique antisémite, les Juifs. À cette blessure morale s'ajoute bientôt l'humiliation politique. En 1919, le traité de Versailles impose des conditions écrasantes. Perte de territoire, armée réduite à 100 000 hommes, réparation de guerre astronomique, et surtout, l'article 221 qui déclare l'Allemagne seule responsable du conflit. Pour beaucoup, c'est une insulte. Et dans les rues, le mécontentement gronde. Les années qui suivent voient l'Allemagne vaciller entre révolte communiste écrasée dans le sang, tentative de coup d'État d'extrême droite, instabilité politique et crise économique. C'est dans ce climat explosif qu'Adolf Hitler entre en scène. Né en Autriche, ancien peintre raté et vétéran de guerre, il atterrit en 1919 à Munich, une ville où les idées nationalistes et antisémites circulent librement. Il rejoint un petit parti obscur, le DAP, qui prône un nationalisme radical et la haine des Juifs. Très vite, il se distingue, non pas par son intelligence stratégique, mais par sa voix, son regard intense, sa capacité à captiver une salle entière. En 1920, le DAP devient le NSDAP. Son programme promet de déchirer le traité de Versailles, de retirer la citoyenneté allemande aux Juifs et d'instaurer un État autoritaire. Hitler en prend la tête, adopte la croix gammée comme symbole et fonde la SA, une milice paramilitaire en chemise brune, chargée de protéger les réunions du parti et d'intimider les adversaires. En 1923, l'Allemagne s'enfonce dans une crise sans précédent. L'hyperinflation détruit l'économie. Un pain coûte des milliards de marks. C'est dans ce chaos que Hitler pense que son heure est venue. Inspiré par Mussolini, il tente un coup d'État à Munich. C'est un échec total. La police tire, 16 nazis sont abattus, Hitler est arrêté. Jugé pour haute trahison, il transforme le procès en tribune. Ses discours sont relayés par la presse. Son nom circule dans tout le pays. Condamné à 5 ans de prison, il n'en purge que 9 mois. Dans des conditions confortables, c'est derrière les barreaux qu'il dicte Mein Kampf, où il expose sa vision du monde. Un mélange de racisme, d'antisémitisme délirant, de nationalisme extrême et de rêves impérialistes. À sa sortie de prison, il a compris que la voie violente est vouée à l'échec. Il opte alors pour une nouvelle stratégie, prendre le pouvoir légalement, par les urnes, pour ensuite détruire la République de l'intérieur. Le NSDAP est réautorisé en 1925 grâce à des soutiens financiers, notamment d'industriels inquiets de la montée du communisme. Hitler achète un journal, multiplie les meetings et perfectionne la propagande. Les rassemblements sont millimétrés, bannières rouges frappées de la croix gammée, uniformes impeccables, discours enflammés. Les SA gonflent les rangs, et la SS, petite garde d'élite en noir, se forme autour d'Hitler pour assurer sa sécurité. Mais aux élections de 1928, c'est un coup de froid. Le NSDAP n'obtient que 2,6% des voix. L'Allemagne vit alors les années dorées de la République de Weimar. La croissance repart, la vie culturelle explose. Berlin devient une capitale artistique et libérale. Hitler est vu comme un agité sans avenir. Mais tout bascule l'année suivante. En octobre 1929,
Le krach de Wall Street provoque une crise économique mondiale. L'Allemagne, déjà fragile, est frappée de plein fouet. Les banques font faillite, le chômage explose. Des millions d'Allemands perdent tout. La colère monte. Et dans cette brèche, Hitler s'engouffre. Son discours trouve un écho nouveau. Rejet des élites, haine des communistes, promesses d'ordre et de grandeur retrouvées. Les nazis se présentent comme les seuls capables de sauver le pays du chaos. En 1930, le NSDAP fait un bond spectaculaire aux élections. Plus de 18% des voix, devenant le deuxième parti d'Allemagne. 2 ans plus tard, en pleine paralysie politique, ils atteignent 37%. Les nazis ne sont pas encore majoritaires, mais ils sont incontournables. Les élites conservatrices, persuadées de pouvoir contrôler Hitler, vont alors commettre l'erreur fatale. En janvier 1933, elles le nomment chancelier. Elles pensent qu'il sera un pantin docile, utile pour contenir la gauche. Elles viennent, sans le savoir, d'ouvrir la porte à la dictature nazie. Ce qui suit sera l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire.